La formule dit que peu importe l'investissement que vous devez faire, vous devez le voir sous deux angles. Vous devez considérer en fait deux duos. Le premier duo, c'est combien je peux gagner. Ça, c'est le premier élément du duo. Et combien je peux perdre. Ça, c'est le deuxième élément du duo. Combien je peux gagner, combien je peux perdre. Et le second duo, c'est quelles sont les chances que je gagne ce que j'ai prévu gagner. Et le deuxième élément du deuxième duo, c'est quelles sont les chances de perdre ce que je pense que je peux perdre si ça se passe mal. Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un truc très très spécial parce que je vais partager avec vous un pan, une partie de la philosophie d'investissement des plus grands, les plus célèbres investisseurs de Wall Street. Wall Street, c'est la bourse américaine. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Nous allons parcourir en fait quelques piliers, on va dire, de leur stratégie d'investissement. C'est en fait comment on dit, un pan, une partie de leur vision du marché, parce que c'est la manière même dont ils voient le marché qui conditionne ensuite les décisions qu'ils prennent, hein, et qui va ensuite déterminer de manière déterministe, dans ce cas, les retours sur investissement qu'ils auront. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici, nous parlons de quoi? Nous parlons d'investissement en bourse. Parce que oui, je crois fermement que le salarié lambda, hein, peut atteindre parfaitement l'indépendance financière en investissant sur nos bourses africaines ici. Donc, en l'occurrence, la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est la bourse de l'Afrique de l'Ouest. Si vous êtes débutant, j'ai déjà expliqué en long et en large ce que c'était. Donc, il y a des vidéos passées que vous pouvez consulter pour savoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser les en commentaire et nous allons commencer sans plus tarder. Donc, les points que nous allons voir sont au nombre de 5 et vous pouvez les voir ici en fait. Alors, donc le premier point, hmm, qui est le fondement même de leur vision, c'est tout simplement la préservation du capital. Ça veut dire quoi? C'est comme le Warren Buffett le dit, hein. Il le dit très bien. Hein. Je vais dire sa citation la plus célèbre. Il dit, sa règle numéro uno, c'est je ne perds jamais de l'argent. Ne jamais perdre de l'argent. Ça veut dire quoi? Never lose money. Ça veut dire, peu importe l'opération que je fais sur le marché, j'investis toujours dans un titre où je suis sûr que les chances de perdre de l'argent avec ce titre-là, c'est que c'est que c'est peut-être inférieur à 20%, quoi. Donc, ça rejoint un peu la philosophie de Monish Pabrai, pas un peu beaucoup la philosophie de Monish Pabrai. Lui, il parle de asymmetric bets. Symétrique bet, ça veut dire littéralement en français des paris asymétriques. Ça veut dire que les paris qu'il prend en bourse, je n'aime pas ce thème-là, mais si je dois traduire littéralement, c'est ce que ça veut dire. Donc, les paris qu'il prend en bourse sont tels que les chances de gagner excèdent de loin les chances de perdre de l'argent. Et je crois que c'est cette philosophie-là, en fait, qui manque beaucoup à ceux qui essayent de jouer à la loterie sur le marché ou bien à des jeux de hasard comme OneXBet ou ainsi de suite. En fait, dans tout investissement, il y a une certaine manière de voir la chose. Alors, je ne sais pas si vous savez, par exemple, ce que c'est que la formule de Kelly. Kelly Formula. La formule dit que peu importe l'investissement que vous devez faire, vous devez le voir sous deux angles. Vous devez considérer en fait deux duos. Le premier duo, c'est combien je peux gagner. Ça, c'est le premier élément du duo. Et combien je peux perdre. Ça, c'est le deuxième élément du duo. Combien je peux gagner, combien je peux perdre. Et le second duo, c'est quelles sont les chances que je gagne ce que j'ai prévu gagner. Et le deuxième élément du deuxième duo, c'est quelles sont les chances de perdre ce que je pense que je peux perdre si ça se passe mal. Et évidemment, si on prend un jeu comme les jeux de hasard, par exemple, la loterie, par exemple, ce qu'on vous fait miroiter, ce que vous pouvez gagner, c'est juste exorbitant. On vous dit qu'avec 25 francs CFA, vous pouvez gagner des millions, des trucs comme ça. C'est juste hallucinant. Donc, on vous dit que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Je dis des millions, je ne précise pas combien. Et comment vous pouvez perdre ces 25 francs, ces 25 francs que vous avez investis. Hmm? Donc, juste comme ça, OK. Maintenant, mais les chances, on ne vous dit pas en fait les chances de gagner les 25 millions là, et on ne vous dit pas les chances de perdre les 25 francs là. En réalité, j'ai suivi une vidéo il y a juste quelques semaines de cela où on disait qu'en fait, les chances de gagner un jackpot en jouant à un jeu de loterie sont inférieures, hein, à la chance de vous faire frapper, vous personnellement, par une météorite qui vient de l'espace.
Ça vous dire à quel point c'est juste. C'est pas probable, pas du tout. Par contre, les chances de gagner le capital que vous avez investi, les 25 francs, ou peut-être, je sais pas si vous êtes accro à ce jeu, hein, beaucoup d'argent, les chances sont très élevées en fait. Donc voilà le piège. Et donc, pour revenir à notre point ici, donc la première règle, c'est la préservation du capital. Avant même de chercher à gagner de l'argent, on veut préserver l'argent qu'on a. C'est encore, je rejoins encore une fois une citation de Warren Buffett, parce que ce gars-là a tout compris, évidemment. Il dit, le retour du capital est plus important que le retour sur le capital. En anglais, quand on dit ça en anglais, ça sonne encore... C'est plus fort, quoi. Donc, en anglais, c'est quoi? C'est return of investment is more important than return on investment. Donc, le retour du capital, return of investment, c'est de loin plus important que le retour même qu'on a sur l'investissement. Alors, donc ça, c'est un premier point que je vais aborder dans ce grand point-là. Et le second point, en fait, que je vais aborder ici, c'est, en fait, en bourse, quand vous perdez 50%, par exemple, je dis 50% hein, de votre capital, pour revenir à votre situation initiale, au capital que vous aviez avant les 50%, combien d'argent vous faut gagner? Combien de gains vous faut faire? Ce n'est pas juste 50% de plus, non, c'est faux. C'est 100% de gains maintenant qu'il vous faut faire. On prend un exemple. Je dis, vous avez un capital de 10 millions et vous perdez 50%. Ça veut dire que maintenant, il vous reste 5 millions. Maintenant, pour revenir aux 10 millions, quel gain vous faut faire? Il vous faut gagner 5 millions en plus. 5 millions comparé de gains, comparé à 5 millions de capital, c'est 100% de gains. Alors que initialement, vous aviez juste perdu combien? 50%. Et il y a même ce tableau-là que je voulais vous montrer qui schématise bien la chose. Alors, vous voyez par exemple quelqu'un qui paie 8%, pour revenir à son capital initial, il doit gagner 8,7. Là encore, ça va. Quand il paie 25%, maintenant il doit gagner 33%. Quand il paie 30%, maintenant il doit gagner 43%. Et quand il paie 40%, il doit gagner 67%. Donc, en fait, plus vous perdez et plus le gain que vous devez faire est plus éloigné en fait de juste la valeur absolue de la perte que vous avez faite. Donc, c'est voilà quoi. Et ça encore, c'est juste le côté mathématique de la chose. Le côté psychologique de la chose est encore plus dramatique en fait. L'esprit humain est conçu de telle manière que je ne sais pas si Dieu l'a fait exprès. L'humain, naturellement, il hait la perte. C'est un esprit humain, il subit très mal la perte comparé au gain. Si, je ne sais pas, en bourse, par exemple, vous perdez 1 million et vous gagnez 1 million, les deux sentiments là, le sentiment de gain, si on peut mettre en valeur absolue, ce serait négligeable comparé au sentiment de, que vous auriez, dans le cas où vous auriez perdu les 1 million de francs CFA. Les deux sont juste pas comparables. Donc, l'esprit humain supporte en fait très mal les pertes. Et ça peut, c'est le genre d'événement en fait qui peut vous amener justement à fermer votre compte titre ou bien ce genre de choses-là. Donc, peu importe l'investissement que vous devez faire, vous investissez toujours dans des titres où les chances de perdre votre argent sont insignifiantes, négligeables. Parce on n'est pas vide de gain. On préfère encore ne rien gagner que perdre. Voilà tout en un mot, quoi. Alors, donc je vais passer au point suivant pour ne pas trop m'attarder sur ce point-là. Et le point suivant, c'est les intérêts composés, compounding, comme ils disent en anglais. Alors, donc les intérêts composés, c'est, ça vous le savez déjà. Et donc, ce sur quoi on veut mettre l'accent ici, c'est en bourse, vous voulez vous donner le plus de temps possible pour profiter le plus possible des intérêts composés. Ça veut dire que peu importe l'investissement que vous faites, vous ne misez pas sur des titres pour juste un horizon de 1 an ou même 2 ans. Vous misez pas décade, si on va dire littéralement. Vous misez 10 ans, vous misez 20 ans. Vous voyez loin devant. Parce que bizarrement, il y a des business qui sont, comment dire, très prédictibles si on avance beaucoup dans le temps. Ça veut dire que sur le moyen terme, vous ne pouvez pas peut-être pas voir l'avenir de ce business-là. Mais quand vous parlez de 10 ans, peut-être, c'est encore plus facile de voir son avenir que de le voir juste sur le prochain trimestre ou bien le prochain semestre. Alors, et ça rejoint un peu la théorie de Equity Bond Theory de Warren Buffett, où il préfère les entreprises qui ont en fait des résultats très prévisibles en fait. Alors, donc, il y a un fait intéressant que je voulais vous montrer ici, c'est
Alors, ça doit être là. Ce que vous voyez là, en fait, c'est les statistiques de cette chaîne YouTube. Et vous voyez ici, par âge, hmm, l'audience, mon audience, en fait, par âge et les pourcentages. Donc, vous pouvez voir que le gros de l'audience, c'est les gens de, vous avez en général entre 25 et 34 ans. 54% des gens sur cette chaîne actuellement ont entre 25 et 34 ans et 36%, disons même 37% des gens ont entre 35 et 44 ans. Donc, je prends le pire des cas, je dis le pire des cas. Donc, le pire des cas, c'est quelqu'un qui a 44 ans. Donc, si vous avez 44 ans, hmm, je suppose il vous reste encore quoi? 20 ans, sinon même 30 ans à faire sur le marché. Donc, 30 ans d'intérêt composé à faire sur le marché. On est d'accord? Et ici, je vais prendre la calculatrice de Google pour vous montrer un truc tout simple. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est un mixte en fait, entre les deux premiers points. Ce point-là où on ne veut pas perdre de l'argent et ce point-là où on veut composer sur le plus long terme possible. Alors, donc ce que je vais faire ici, c'est voir la différence en fait entre quelqu'un qui a perdu de l'argent, a perdu une assez grande somme pendant une certaine période et ensuite qui a composé normalement et quelqu'un qui a juste composé normalement la plupart du temps. Donc, quelqu'un qui a perdu une grande somme pendant une courte période et ensuite qui a composé normalement, je dis, par exemple, qu'il fait une performance de, je sais pas, 20% en moyenne parce qu'il a perdu de l'argent. Et quelqu'un qui n'a pas perdu de l'argent, lui, il a fait 25%. Donc, l'écart, c'est juste 5%. Pour ces deux personnes-là, qui ont encore 30 ans à faire sur le marché, et nous allons calculer, quelqu'un qui a composé à 20%, 1,2 puissance. Et il lui reste 30 ans à faire sur le marché. C'est ça, hein? Il lui reste 30 ans à faire sur le marché. Alors, donc, lui, il aura fait son capital multiplié par 237. S'il a mis 1 million au départ, je veux dire aujourd'hui, 30 ans plus tard, il aura 237 millions. Donc, 237 millions littéralement pour chaque million qu'il a investi aujourd'hui. Ça, c'est quelqu'un qui a perdu de l'argent entre-temps. Et donc, sa performance en est dans de 20%. Par contre, quelqu'un qui a suivi cette loi-là, ce principe-là, qui a évité à tout prix de perdre de l'argent, quelqu'un qui a cherché la préservation de son capital même avant même de chercher le gain. Et encore une fois, il y a même un truc que j'ai oublié de vous dire. C'est ce que Warren Buffett dit. Il dit que quand il investit, en fait, il n'est pas pour chercher le gain, non. Quand il investit, c'est pour s'assurer qu'il ne va pas perdre son argent. Ensuite, le gain prend compte de lui-même. Il a bien son expression en anglais où il dit, quand il le dit, ça sonne tellement bien, il dit que le gain prend soin de lui-même. Le gain prend soin de lui-même. Donc, tout ce à quoi lui, il veille, en fait, c'est de miser sur un titre, d'investir dans un titre où il est sûr, presque sûr qu'il ne va jamais perdre son argent. Ensuite, le gain, lui, prend soin de lui-même. Alors, donc, on voulait revenir là. Et quelqu'un qui a composé à quoi? 1,25%? 1,25%. 25%, donc chaque année, il fait des gains de 125. 125, ça fait 1,25. 125%, ça fait 1,25. Puissance 30, on a dit l'Ouest 31 pour quelqu'un qui a 44 ans, hein, dans le pire des cas, parce qu'on a vu dans les... OK. Alors, je reviens là. OK. Donc, lui, il aura fait quoi? Il aura fait 807. Je vais m'arrondir à 808, mais on va rester humble. Disons 807. Il aura multiplié son argent par 807. Donc, pour chaque million qu'il aura investi aujourd'hui, 30 ans plus tard, il finira avec 807, 808 millions. On est d'accord? Pour chaque million. Alors que celui qui a perdu de l'argent de temps, qui a été avide et qui allait miser sur un titre, et donc qui a perdu un peu d'argent là, lui, il aura fini avec 237 fois son argent, son capital de départ. Alors que celui-ci a fini avec 807. Ça vous dit juste que juste les 5% d'écart, parce qu'on a perdu de l'argent de temps, ça a complètement détruit la performance. 237 fois 237 et fois 807, c'est pas du tout le même game. On est d'accord. Alors, donc, on va passer au troisième point. Et le troisième point, c'est, en fait, ici, tous les grands du marché, Warren Buffett, Charlie Munger, son associé, Maurice Pabrai, Lilou, Nick Sleep, et encore William Green, tous ceux-là, en fait, ils ont compris que
l'investissement en bourse, ce n'est pas, si on doit décider entre est-ce que c'est un art ou c'est une science, ce n'est clairement pas une science, c'est un art. Et là, je vais aborder même plusieurs points. C'est un art en ce sens que, en fait, investir en bourse n'est pas juste de comprendre que dans le père, d'avoir des lois toutes faites comme en science et on tombe dans des, comment on dit, dans des dogmes comme quand le père est inférieur à 5, ça veut dire qu'on achète. Le père, c'est un ratio boursier. Et quand le père est supérieur à, je sais pas, 10, ça veut dire qu'on vend. Vous voyez des trucs aussi basiques, tout simples. Non, l'investissement en bourse, c'est très loin de ça. En fait, il faut aller derrière l'action, voir dans le business, les fondamentaux du business, pour comprendre ce qui se passe là-bas et savoir interpréter, hein, suivant ce qu'on a lu dans les états financiers de l'entreprise, le père. Parce que sinon, c'est trop facile de juste regarder le père, de parler. C'est très facile de perdre de l'argent comme ça, mais alors très facile. Donc, l'investissement, c'est plus que ça. C'est plus que juste voir des ratios boursiers et conclure. Alors, donc, il y a un certain aspect qualitatif de la chose qu'il faut considérer. C'est pour ça, en fait, que c'est très loin des sciences. Et le second point que je vais aborder ici, en fait, c'est que un environnement boursier, le marché boursier, si vous voulez, c'est un environnement probabiliste. Alors, je ne sais pas, pour pas parler trop gros français ou bien faire des mathématiques compliquées ici. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle les environnements probabilistes et les environnements stochastiques. Ouais, probabiliste et stochastique, ça veut dire la même chose. Et il y a les environnements probabilistes et les environnements déterministes. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? Un environnement, je vais commencer par le dernier, un environnement déterministe, c'est un environnement dans lequel où vous savez que A plus B, ça donne toujours C. Et tout est prévisible de manière vraiment très sûre. Tout est scientifique. Un environnement probabiliste, c'est on n'est pas, on n'est pas sûr que ça va se passer à 100%, mais on est très sûr que ça va se passer d'une certaine manière. Dans la plupart des cas, voilà, ça va se passer d'une certaine manière. Et c'est exactement ça à la bourse. À la bourse, vous avez très souvent des actions qui n'ont pas, les fondamentaux ne permettent pas justement l'essor de l'action en bourse. C'est-à-dire, il n'y a rien dans les fondamentaux de l'entreprise qui justifie que l'action connaisse la montée que ça a connue, pourtant, ça croît. Donc, ça, c'est pas un truc qu'on pouvait prédire à l'avance. C'est juste, ça sort complètement du lot, en fait. Et c'est le cas, par exemple, de, comment il s'appelle, Sicor, là. Sicor, c'est, si on doit classer cette action suivant la catégorie de turnaround ou ainsi de suite, c'est clairement un turnaround. Sicor, c'est un turnaround. Un turnaround, pourquoi? Parce que tout l'avenir de l'entreprise dépend, en fait, des procès qu'ils ont actuellement dans les tribunaux. Savoir si est-ce qu'ils récupèrent leur terrain pour continuer ou bien pour étendre leurs activités, ou bien est-ce qu'ils perdent ces procès-là. Donc, à la date d'aujourd'hui, si vous avez des informations, dites-moi, il n'y a aucune preuve qu'ils sont en train de gagner les procès, ou bien qu'ils sont en train de perdre les procès, ou bien que quand quelque chose s'est passé qui prouve vraiment qu'ils vont récupérer leur terrain et accroître leur activité. Rien. Pourtant, vous voyez, vous pouvez voir ici l'envolée du coût de l'action en bourse. Je ne sais pas, ça a quitté quoi? Les 1100, 1100 pour se retrouver à son pic à 11 000. Donc, ça fait fois 10. On est d'accord? Ça fait fois 10. Alors que rien dans les fondamentaux de l'entreprise indique ou bien ne favorise ce genre d'envolée-là. Donc, c'est complètement c'est la cupidité humaine, en fait, qui justifie cette courbe-là. Il n'y a rien de déterministe dedans. Et de la même manière, en fait, vous pouvez avoir des actions où vous faites toutes vos analyses et vous êtes presque sûr, en fait, que, ouais, quoi, c'est comme moi avec Coris Bank, avec toute la confiance que j'ai. Mais il peut arriver un truc dans le futur, un événement macroéconomique qui fasse en sorte que toutes les prédictions que vous avez faites tombent à l'eau, en fait, tout simplement, malgré les fondamentaux de l'entreprise. Donc, je ne sais pas, un truc peut se passer, peut-être, c'est pas un truc qu'on souhaite, mais Boko Haram, par exemple, qui prend d'assaut le Burkina Faso, par exemple, et donc, il y aura plein d'agences de Coris Bank qu'on va devoir fermer, donc l'activité qui diminue, le chiffre d'affaires qui diminue, le résultat qui diminue, ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui peut vraiment arriver, enfin, qui peut arriver, donc, et qui va faire tomber vos prévisions, ou bien, si ce n'est pas ça, c'est peut-être, voilà, bref, il y a plein d'événements qui peuvent arriver et faire tomber votre prévision. Donc, la bourse n'est clairement pas un environnement déterministe. Alors,
Et ça, c'est un truc que vous devez comprendre et prendre en compte. Alors, le quatrième pilier que je veux attaquer ici, c'est le niveau d'éducation qu'il faut pour investir en bourse. Est-ce que la bourse est pour l'élite? Est-ce que la bourse est pour ceux qui ont fait Harvard, Oxford, Yale? Est-ce que la bourse est pour ceux qui ont fait MIT? Est-ce que la bourse c'est pour... Donc voilà quoi. Clairement non. La réponse est non. Et si vous me suivez souvent ici, je dis, si vous pouvez faire 20 divisé par 5 et trouver que le résultat c'est 4, c'est que vous avez tout le background qu'il vous faut pour investir en bourse. Absolument tout. Cette simple opération de division-là, si vous pouvez même utiliser vos doigts pour faire cette division ou je ne sais pas quoi, peu importe le matériel que vous utilisez, si vous pouvez calculer que 20 divisé par 5, ça fait 4, c'est que vous avez tout le background nécessaire pour investir en bourse, littéralement. Et il y a cette citation de Warren Buffett. J'aime beaucoup citer Warren Buffett parce que, comme je l'ai dit, le gars a tout compris et juste voir son track record, combien la fortune qu'il a accumulée juste en investissant en bourse. Ça en dit long. Alors donc, ce qu'il dit, lui, c'est que si vous avez 130 de QI, aussi intellectuel, si vous en avez 130, c'est que vous en avez 20 de trop. Ouais, littéralement. Parce que, c'est comme il le dit, ce qu'il faut pour réussir en bourse, ce n'est pas l'intelligence, non. C'est, en anglais, ils appellent ça le gut. Littéralement, en français, on dirait quoi? L'estomac ou bien un truc comme ça? Non? Mais pour bien expliquer, en fait, ce qu'il vous faut, c'est être un contrarien. Un contrarien, c'est quelqu'un qui peut penser par lui-même et ne pas se laisser, comment dire, influencer par le marché. Quelqu'un qui dit que j'achète Coris Bank et peu importe les cris qu'il y a sur le marché, peut rester dans sa philosophie de j'achète Coris Bank. Peu importe si tout le monde est en train de vendre Coris Bank, il peut rester dans sa philosophie de j'achète Coris Bank. Parce qu'il a compris le futur de l'entreprise, en fait. Donc, c'est ce genre de mentalité-là qu'il faut, ce genre de, de, de psychologie forte là qu'il faut en fait pour pouvoir réussir en bourse. Ce n'est pas de pouvoir faire des calculs compliqués ou bien ce genre de trucs, absolument pas. Et le dernier point donc, que je vais aborder ici, c'est la formule magique. Est-ce qu'en bourse, il y a une formule magique pour gagner? Est-ce que les investisseurs très célèbres sur le marché de Wall Street, par exemple, est-ce qu'ils ont compris en fait une certaine formule magique qu'ils utilisent? La réponse est non, tout simplement. La bourse, c'est une question de jugement, en fait. Si vous voulez gagner à ce jeu-là, c'est le seul moyen de gagner à ce jeu-là, c'est d'avoir un jugement meilleur que le jugement des autres investisseurs sur le marché. Et comment vous arrivez à avoir ce niveau de jugement-là? C'est tout simplement en accumulant des modèles mentaux. Alors, les modèles mentaux, c'est quoi? C'est, on va dire, des philosophies. En accumulant des philosophies d'investissement et des philosophies sur des philosophies, vous arrivez finalement à, comment dire, avoir une certaine lucidité quand vous observez le marché, quand vous lisez les états financiers. Et c'est exactement ça qu'il vous faut. Et même quand vous arrivez à ce niveau-là, en fait, vous retombez tout simplement dans une case, dans la case des value investors. Les value investors, c'est... J'avais une vidéo passée où j'expliquais ce que c'était que le value investing. C'est comme Warren Buffett le dit, c'est toute forme d'investissement intelligente est nécessairement du value investing. Nécessairement. Pour faire simple, le value investor, il achète à 50 francs quelque chose qui vaut 100 francs. Si ça vaut 100 francs, si le coût, la valeur intrinsèque de la chose, c'est 100 francs, il achète à un coût de 50 francs. Il achète nécessairement moins que la valeur intrinsèque de l'action. Et si vous faites autre chose que ça, ce n'est clairement pas une forme d'investissement intelligente et vous n'allez pas gagner de l'argent avec ce genre de philosophie-là, tout simplement. Vous achetez quelque chose qui vaut 100 francs valeur intrinsèque, vous l'achetez à 150. Pourquoi? Parce que sur le marché, le coût est en train de grimper. Le coût est à 200, ouais, le coût monte à 200, le coût monte à 300. Donc, vous l'achetez à ces coûts-là. Tout simplement parce que c'est en train de grimper. Par contre, la valeur intrinsèque de la chose, c'est 100 francs. Donc, vous n'allez pas faire long feu sur le marché avec ce genre de mentalité-là, en fait. Et tous les grands investisseurs dont je vous parle ici, Warren Buffett, Peter Lynch et consorts. Peter Lynch, c'est même un autre nom que j'ai oublié, et consorts, ils ont compris en fait ça. Toute forme d'investissement intelligente, digne de ce nom, est nécessairement du value investing. Quand on parle de growth investing, ou bien du value investing, ou bien du deep value investing, tout revient à la même chose.
Il n'y a que cette philosophie-là, en fait, de payer moins cher un titre dont on a évalué la valeur intrinsèque à un certain montant. Simple. Ciao.